Le XXe siècle. C'était il y a plus de 20 ans déjà. Ça peut paraître long, mais à l'échelle d'une civilisation, c'est peu. Très peu. Le Chili d'aujourd'hui est un pays qui trace sa route dans le monde comme beaucoup d'autres. Et comme beaucoup d'autres, il est le fruit de son histoire récente. Mais au Chili, le XXe siècle, plus spécifiquement sa deuxième moitié, a pour ses citoyens un goût particulièrement amer. De l'avènement du premier gouvernement de gauche socialiste largement élu du cône sud à sa chute précipitée moins de 3 ans plus tard, des 17 années de dictature brutale d'Augusto Pinochet, de la vie dans la peur permanente imposée par les méthodes des polices secrètes, de la paranoïa constante, de rigueur à cette époque, le Chili garde des cicatrices indélébiles. Le processus de guérison aura été long. Les Chiliens auront dû faire preuve d'énormément de courage pour continuer à avancer, mais ils l'ont fait. Ces événements-là sont connus de notre côté de l'Atlantique. Nous l'apprenons dans nos cours d'histoire. L'élection d'Allende, l'attaque de la Moneda par les militaires se prétendant anticommunistes, la récupération du mouvement par Pinochet. Les professeurs les plus audacieux évoquent même le soutien en sous-main de la junte Kaki par Nixon et son homme de l'ombre Kissinger, ce qui, soyons clairs, est un secret de polichinelle depuis belle lurette. L'histoire que nous allons aborder est-elle déjà moins connue, moins évidente pour nous en Europe? Peut-être parce qu'elle nous concerne nos premiers chefs. Peut-être parce que sa nature nous dérange bien plus que des récits de gouvernements et de militants, qui sait. Si elle n'est pas confidentielle, elle est tout de même plus obscure. Et si le Chili a voulu, à juste titre, réconcilier ses citoyens entre eux à l'issue de cette période sombre qui a couvert le dernier tiers du XXe siècle, il y a des événements qui ne souffrent d'aucune absolution, ni d'aucune clémence. Le 10 mars 2005, un homme est arrêté en Argentine, à Tortuguitas, à petite distance de Buenos Aires. 3 jours plus tard, le même homme est expulsé de l'Argentine vers le Chili, où il est détenu près de Santiago. Le 24 mai 2006, il est condamné à 20 ans de réclusion pour abus et corruption de mineurs, et à 13 ans d'incarcération supplémentaire pour actes de torture et complicité d'homicide. Le 24 avril 2010, il meurt à l'hôpital de la prison de haute sécurité de San Miguel. Il avait 88 ans. Cet homme, c'est Paul Schaeffer. Et durant des décennies, il aura été le chef d'un groupe connu au Chili sous le nom de Colonia Dignidad. Schaeffer est né en 1921 à Troisdorf, à côté de Bonn en Allemagne. Enfant et adolescent, il est décrit comme un étudiant moyen, malhabile et peu appliqué. Sa maladresse lui coûtera d'ailleurs un œil dans un accident de fourchette. La famille Schaeffer est de confession luthérienne et à l'initiative de ses parents, Paul intègre un YMCA allemand, acronyme signifiant Young Men's Christian Association. Arrivé à l'âge adulte, il est semblable à tous ces Allemands novices enrôlés dans les forces armées. Si la possibilité lui en avait été donnée, il aurait rêvé de pouvoir intégrer la Waffen-SS. Cependant, son infirmité oculaire l'écarte de cette possibilité et le cantonne à une affectation comme brancardier dans la Wehrmacht durant toute la guerre, qu'il termine avec le grade de caporal. En 1945, Schaeffer est, comme tant de jeunes Allemands à cette époque, lâché dans un pays sous contrôle étranger et traversé par une obligation majeure de contrition forcée, ainsi qu'une volonté de révisionnisme acéré de sa propre légende récente. Malgré le chaos ambiant, il n'hésite pas longtemps quant à son choix de carrière. Grâce à son expérience préalable dans le YMCA, il intègre une paroisse évangélique de Basse-Saxe, une congrégation chrétienne appliquant un dérivé de la foi luthérienne, familière à Schaeffer. Dans cette congrégation, il est affecté à la gestion des jeunes locaux et les enfants des paroissiens. Et c'est précisément le type de poste qu'il recherchait, car Schaeffer a un vice, il est pédophile. Pour le public, il présente bien. Il est élégant, enjoué, a un visage qui inspire la confiance. Il est également éloquent et persuasif.
Rapidement, il suscite un grand enthousiasme parmi la jeunesse dont il a la charge, ainsi que chez leurs parents, qui apprécient sa bonne humeur et son caractère énergique. Et c'est compréhensible dans un pays traumatisé par la guerre perdue et son déroulement. Trouver des personnages aussi rayonnants que lui n'est pas chose courante. Mais cette situation providentielle pour lui ne durera pas très longtemps. Bientôt, des rumeurs circulent à son sujet, affirmant qu'il moleste de petits garçons faisant partie de la paroisse. Pour couper court à un scandale prévisible, le pasteur congédie Schaeffer, qui dès lors endosse l'habit d'un prêcheur itinérant, se déplaçant partout en Allemagne pour professer sa croyance. L'histoire semble avoir épargné le pervers. Au début des années 50, Schaeffer devient membre d'un culte chrétien d'origine évangélique, le courant du revivalisme, ou de la guérison par la foi fondé par William Branham, et entre au ministère allemand du mouvement. En 1955, c'est avec une grande fierté que lui et d'autres fidèles accueilleront Branham en Allemagne pour une tournée européenne, tournée durant laquelle Schaeffer est complètement absorbé par la doctrine de Branham et par sa vision du monde et de la religion chrétienne. Il faut dire qu'il y avait déjà un terrain favorable en Schaeffer pour ce type de discours. Celui-ci prêchant un retour à des temps plus purs, sur le plan racial comme religieux, prêchant une foi totalitaire, apocalyptique et misogyne. En effet, pour un Paul Schaeffer très croyant, mais aussi nostalgique d'un nazisme récemment vaincu, une telle profession de foi est non seulement du miel pour ses oreilles, mais en outre un outil de contrôle des esprits très puissant à mettre en œuvre par la suite. Un dogme absolu, ne laissant aucune place à l'interprétation ou au libre arbitre. Un instrument parfait pour former les individus à lui obéir, à le considérer comme un envoyé d'un Dieu vengeur venu les protéger eux, sa congrégation. Depuis 1953, avec des fidèles recrutés au cours de ses pérégrinations, il ouvre un orphelinat et une maison de l'enfance à Siegburg, près de Bonn. À nouveau, il séduit la population et le nombre de ses ouailles augmente. À nouveau, il est apprécié de tous. Pendant cette période, il commence à prêcher le revivalisme et la doctrine de la guérison par la foi de Branham et se constitue un entourage de croyants principalement composé de veuves de guerre venant de l'Est prussien, une zone géographique désormais intégrée à la jeune nation polonaise, mais peuplée majoritairement de germanophones. Suite aux conflits récents et au dessein de nouvelles frontières, de tels exodes ne sont pas rares. On peut penser que ces frasques en Basse-Saxe ne sont pas remontées jusqu'à la région de Bonn. Il se montre plus prudent pour ce qui est de l'expression de ses mœurs, ou peut-être qu'il a plus d'emprise sur ses ouailles et peut dissimuler ses écarts plus aisément, car cette fois il ne sera pas mis en cause durant les années durant lesquelles il crée d'autres communautés religieuses, il capitalise de l'influence et noue des relations. Mais le pays, lui, évolue. Les institutions reprennent pied et gagnent en efficacité. La vie en Allemagne se normalise et des congrégations radicales comme la sienne ne bénéficient plus de la même tolérance qu'au lendemain de l'armistice. Et c'est donc sans surprise que, fin 1959, juste après la création d'une nouvelle entité appelée Private Social Mission, Schaeffer est accusé d'avoir abusé sexuellement de 2 jeunes garçons membres de sa paroisse. Un mandat d'arrêt étant émis à son encontre, il doit fuir. Son projet ? Quitter le pays pour se réfugier au Moyen-Orient avec un petit nombre de fidèles acquis à sa cause pour tout recommencer. Mais le destin en décidera autrement, car l'histoire est indulgente avec les puissants et les tortionnaires, même si elle finit par les juger, à les mettre face à leur propre conscience. En mai 1960, un très grave séisme frappe le Chili. D'une magnitude de 9,5 sur l'échelle de Richter, ayant son épicentre sous la commune fluviale de Valdivia, l'événement entre dans la catégorie très fermée des méga-séismes. Avec un nombre de victimes estimé entre 3000 et 6000 et la destruction complète de la ville, désormais sous les eaux, le besoin d'aide humanitaire est immense. Malheureusement pour les Chiliens, cette catastrophe allait en entraîner une autre, d'un genre très différent. À cette époque, Schaeffer est en plein préparatif pour son exil moyen-oriental.
Quelques années plus tôt, lors de l'ouverture d'un des multiples organismes dédiés à la jeunesse dans lesquels il a été impliqué, il a eu l'occasion de rencontrer, au cours d'une réception, l'ambassadeur du Chili en Allemagne. Et en manipulateur efficace, il n'a eu aucun mal à faire bonne figure auprès du diplomate. À l'époque, l'officiel avait dit à Schaeffer « Ce sont des gens comme vous qu'il faut au Chili. » S'il s'agissait au départ d'une conversation mondaine comme tant d'autres, en apprenant la nouvelle du désastre qui frappe le pays, il va changer ses plans. Il reprend donc contact avec cet ambassadeur pour proposer ses services et celles de ses ouailles pour aider les malheureux Chiliens sinistrés à se soigner, à reconstruire les infrastructures détruites, le tout avec une apparence d'altruisme total. Une offre qui ne se refuse pas pour le diplomate qui très vite s'arrange pour que l'expatriation du groupe de Schaeffer se fasse plus rapidement et dans les meilleures conditions possibles. 300 visas d'entrée sont ainsi accordés. De même que l'autorisation d'acheter, pour une bouchée de pain, une exploitation agricole près de la ville de Parral, à 500 km au nord de Valdivia et à 400 km au sud de Santiago, la capitale. L'exode est prévu pour début 1961. À cette époque, il y a déjà un moment qu'il a transformé sa congrégation d'un mouvement évangélique radical à une secte qui lui est entièrement dévouée, le considérant comme une ligne directe avec Dieu, son extension en ce monde. Pour eux, il n'est ni plus ni moins qu'un augure. Lorsqu'il annonce à son audience que Dieu s'est adressé à lui pour lui ordonner d'émigrer au Chili avec sa communauté et pour y préparer la seconde venue du Christ, dans leur immense majorité, ils suivront sans mettre en doute leur prophète. Et c'est donc avec ces adeptes qu'il débarque dans ce pays tout juste profondément sinistré. Dans un premier temps, Schaeffer fait venir les plus utiles de ses suiveurs, les architectes, les ingénieurs et les bâtisseurs, du personnel médical, des cuisiniers. Le groupe s'installe dans une ancienne exploitation agricole de 3000 hectares, El Lavadero. Rapidement, l'endroit prend forme. Des bâtiments capables d'héberger plus de monde sont édifiés. Des champs pour nourrir des troupes sont cultivés. Le projet est lancé. L'organisation, qui s'appelle officiellement Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad, la Société de bienfaisance et d'éducation dans la dignité, prendra vite le nom de Colonia Dignidad ou la colonie Dignité. Plus simple à utiliser. L'ironie de ce nom est amère. La Colonia est présentée aux autochtones comme une œuvre caritative proposée par ces Allemands venus secourir des jeunes déshérités locaux, les orphelins, paresseux et sans défense en général, et en particulier ceux des provinces touchées par le séisme majeur de l'année 60. Les habitants des environs apprécient d'abord ces bienfaiteurs, arrivés pour les aider gracieusement, mais l'illusion ne fera pas long feu. Rapidement, la colonie veut s'étendre, et des exploitations alentours sont achetées aux fermiers jouxtant la propriété, avec le soutien des autorités qui exercent une pression pour que les paysans ne protestent pas lorsque leurs amis allemands souhaitent acquérir de nouvelles terres. Et de nouvelles terres, ils en acquièrent beaucoup. L'endroit ira jusqu'à englober 137 km² de terrain, soit 3 fois la superficie de la ville de Lyon. De quelques dizaines d'effectifs essentiels au départ, la colonie héberge environ 350 personnes, dont une centaine d'enfants. Les enfants. Nous l'avons dit, Schaeffer a des tendances pédophiles, et une de ses préoccupations principales est de se fournir en enfants, de jeunes garçons. À ces fins, il a pris soin de demander à ses ouailles, au moment de quitter l'Allemagne, de venir avec leurs enfants. Ou ceux des proches, de voisins, peu importait. Le but pour eux était de les sauver de la dégénérescence de la société européenne moderne. Évidemment, ce n'était qu'un prétexte. Dans les années qui suivront la création de la colonie, via des contacts restés sur place, il continuera de faire venir des enfants d'Allemagne. Il se servira également parmi la jeunesse locale. Nous n'avons pas de chiffres précis à citer, mais il est estimé que le monstre Schaeffer a abusé plusieurs centaines d'enfants au fil des années. Et malheureusement, ces années ont été nombreuses. De nombreuses années pour autant de personnes subjuguées par son charisme et ses prétendus idéaux de pureté et de rédemption par le travail. Pour autant de vies d'enfants détruites en plein vol. Pour autant de crimes de beaucoup d'autres natures encore, car Schaeffer, après tout, n'en est pas à une atrocité près.
Dès les débuts, la vie dans la colonie était particulière. 2 préceptes encadraient le quotidien des colons. Le labeur sert Dieu et la prière honore Dieu. Et c'est tout ce qu'ils feront. Les colons embauchent à 4 heures et travaillent sans discontinuer jusqu'à 11 heures. Après une brève pause, ils reprennent le boulot jusqu'en fin d'après-midi. Puis vient la prière, menée par un chauffeur en pleine forme. Car son rythme de vie, à lui, ne ressemble en rien à celui de ses ouailles. Lui se lève à peine, lorsque tous les autres achèvent leur matinée vers 11 heures pour engloutir un petit déjeuner de luxe, des œufs, du jambon, des tartines, rien à voir avec le gruau servi aux troupes. Puis il se recouche jusque dans l'après-midi. Rien d'étonnant alors à ce qu'il soit frais comme un gardon au moment de sermonner son monde jusqu'à minuit parfois, les accablant de reproches sur leur manque de sérieux au travail, de la déception de Dieu à leur sujet, puis les réconfortant en évoquant la rédemption via la dévotion aveugle. La routine classique du gourou manipulateur, trop souvent utilisée et malheureusement bien trop efficace. Très vite, les familles sont démantelées pour en isoler les composantes et briser les liens qui les unissent. Les hommes et les femmes n'ont droit à aucune proximité. Leurs enfants sont confiés à d'autres membres et eux-mêmes reçoivent la charge de fils et filles d'autres colons. Nous devons être une grande famille devant Dieu, prétexte Schaeffer, pour justifier cette entreprise de destruction de leurs liens affectifs, de formatage, comme une masse humaine uniforme. Enfin, uniforme jusqu'à un certain degré. Le gourou ne manquant pas d'être un misogyne absolu, il considère les femmes comme des êtres de seconde zone et ne se prive pas de leur faire savoir, tant dans les interactions qu'il entretient avec elles que dans ses décisions organisationnelles. Elles seront d'ailleurs finalement exclues des réunions et des prêches, n'étant pas jugées dignes d'autre chose que de travailler sans fin et obéir aveuglément. Et les jours se répètent, sans discontinuer, épuisants, monotones, insupportables. Mais si important pour eux, du moins le croient-ils. Ces jours sans fin qui s'achèvent toujours par des prêches sans fin également, ou presque, se faisant désormais appeler l'oncle permanent, il orchestre aussi des confessions publiques de disciples, accablant avec force les fautifs, terrifiant tous les autres. Quand il en a assez, il libère alors les pauvres airs épuisés pour qu'ils puissent se reposer quelques heures avant de recommencer. Chaque jour, tous les jours, à travailler à en mourir. Pendant ce temps-là, il va se coucher. Mais jamais seul, hélas. Ce rythme de vie infernal fait forcément des victimes. Et certains n'en pouvant plus, s'enfuient. En 1966, Wolfgang Müller s'échappe et raconte les atrocités vécues à la colonie. Le travail exigé en quantité toujours plus grande, les abus sexuels infligés par Schaeffer, ces gardes-chiourmes qui n'hésitent pas à accomplir la volonté du maître, un enfer sur terre. Cependant, Müller n'a pas de tribune disposée à le croire, ni au Chili ni en Allemagne. Même lorsqu'en 1967, il aide un autre des pensionnaires à s'enfuir, un certain Heinz Kuhn, et que celui-ci confirme les dires de Müller. Rien. L'affaire est rapidement étouffée. Pourquoi ? Eh bien parce que Schaeffer est prévoyant et malin. Afin de s'assurer de pouvoir continuer à développer son petit royaume personnel, Schaeffer se met vite dans la poche les officiers locaux, les politiciens, les policiers, à l'aide de bakchiches, de paniers de viennoiseries allemandes et autres douceurs, voire même de faveurs sexuelles fournies par les membres les plus endoctrinés de la colonie. En Allemagne aussi, Schaeffer se débrouille pour que les bonnes pâtes soient convenablement graissées. Il gagne du temps pour étendre son empire et le sécuriser dans la durée. Pour le grand public, la colonie est un endroit où l'on trouve du pain, des gâteaux, de la viande. C'est un lieu d'abondance en somme. Mais c'est avant tout un hôpital gratuit pour tous les Chiliens des environs. Un établissement qui a sauvé de très nombreux enfants de la mort par malnutrition. Le séisme ayant perturbé les exploitations et chaînes d'approvisionnement en nourriture. Les famines ont été quasi constantes dans les premiers mois après le désastre. Après la période de première urgence, la gratuité des soins a été maintenue pour tous, participant durablement à forger une image positive du site auprès des Chiliens. Créer et conserver cette image publique est important dans ce pays en pleine reconstruction. Reconstruction qui d'ailleurs est une aubaine pour Schaeffer et ses sbires qui tireront grand profit de l'exploitation d'une carrière annexée par la colonie pour soutenir l'effort de reconstruction dans les localités environnantes.
Soutien qui, bien sûr, sera tout sauf gratuit cette fois, en cumulant à cela l'exonération d'impôts accordés du fait du statut d'organisation d'utilité publique. L'entreprise est également très lucrative. Et voilà donc cette colonie bien implantée, bien sécurisée, bien financée et dotée d'une image extrêmement positive auprès du grand public. Schaeffer exploite ses séides, se livre à ses vices. Cet enfer est donc une affaire qui roule. Mais les années 70 approchent à grands pas, et au Chili, cela signifie une chose. Un vent de révolution souffle. Une révolution pacifique et démocratique, aux odeurs de socialisme. La gauche s'approche du pouvoir, aux grandes dames des Américains et des militaires droitards locaux, mais aussi de Schaeffer, qui n'a évidemment aucune sympathie pour ces élans égalitaires désirés par la population. Et pour lui, rien n'est plus dangereux que l'éventuelle accession au pouvoir de cette engeance. Il va donc tout faire pour s'y opposer. Le 4 septembre 1970, Salvador Allende, candidat socialiste à la tête d'une union populaire qui rassemble les partis de gauche, arrive en tête des suffrages, avec 36,3% des votes. Il devance Jorge Alessandri, ancien président et candidat de droite indépendant, qui obtient 34,9% des voix, et Radomiro Tomic, président sortant du Parti démocrate chrétien, qui lui totalise 27% des voix. La loi chilienne prévoit qu'en cas de victoire sans majorité absolue, il appartient au Sénat de désigner le président parmi les candidats. Et c'est à l'issue de presque 2 mois d'avancées, de reculades et de tractations entre les différents camps que Salvador Allende accède à la mandature le 3 novembre 1970. Pour Schaeffer, le danger est grand. Certes, il a des soutiens locaux, mais ce sont des gens qui sont susceptibles d'être remplacés à terme par les sbires de ce socialiste de malheur. Et que penseront-ils de ces opérations, eux ? Accepteront-ils comme les officiels en poste d'être achetés avec des paniers de victuailles appétissantes et quelques billets bien placés pour fermer les yeux sur les libertés que s'octroie Schaeffer ? S'il est difficile de jauger à quel point la corruption touchait ces officiels, il ne faut pas oublier une chose primordiale dans cette histoire. Schaeffer est un pédophile et du genre très actif. Si au tout début de l'aventure sud-américaine pour lui et ses troupes, il sélectionne ses victimes dans son troupeau, puis les fait venir d'Allemagne par des complices locaux après presque une décennie au Chili, il a depuis bien longtemps eu recours au vivier local de jeunes garçons, principalement via sa couverture de l'hôpital de la colonie. Pour se protéger, pour protéger son œuvre, son paradis personnel, il doit agir. D'un abord relativement ouvert et accueillant, la colonie se mue bientôt en véritable camp d'internement. Murailles autour des bâtiments, miradors avec gardes armés, système de vidéosurveillance, barbelés tendus aux frontières du domaine, tunnels, bunkers, fils déclencheurs de pièges, patrouilles de vigiles avec renforts canins, rien ne manque. Ils sont parés à tenir un siège contre l'envahisseur rouge. Si l'on n'était pas au Chili à la fin des années 60, on aurait pu se croire en Pologne en 1940, les uniformes Hugo Boss en moins. Et ça n'est pas par goût personnel que les patrouilles sont plus discrètes que les gardes-chiourmes des camps de prisonniers en question, mais par nécessité, celle de se cacher à la vue de tous. Car si la colonie se transforme progressivement en un refuge sécurisé et taillé sur mesure pour son gourou mégalomane, tout est fait pour que les changements soient les plus subtils possibles malgré tout. L'hôpital reste ouvert, les enfants sont toujours soignés gracieusement, les pots de vin à destination des pontifes locaux continuent de circuler. Une autre étape est franchie peu après lorsque Schaeffer se fait envoyer quelques armes d'Allemagne où il conserve quelques contacts utiles, armes qui serviront de modèle pour être copiées à l'identique dans les ateliers même de la colonie. L'autarcie va jusque-là, jusqu'au fait d'équiper chaque homme de la colonie d'une arme faite maison. Et la rhétorique qui va avec bat son plein bien sûr. Il faut que vous soyez prêts à combattre les démons rouges, ils vont bientôt attaquer. Toute une série de mensonges bien pratiques pour faire évoluer la nature de son troupeau tout en les maintenant subjugués à l'aide d'un nouvel ennemi. En parallèle de ces transformations, un événement en particulier va orienter Schaeffer vers une issue potentielle. Et ce peu de temps après le scrutin de l'élection présidentielle. Le 22 octobre 1970, le général René Schneider est assassiné. Schneider était le commandant en chef de l'armée chilienne.
À l'issue du suffrage de septembre, il s'était engagé, malgré la réticence d'autres généraux de son entourage, à respecter et à faire respecter le processus démocratique. Pour la caste militaire, c'est insupportable. Le risque que le socialiste Allende accède à la charge suprême est bien trop important. Ils tenteront de persuader Schneider d'avoir recours à la force pour renverser le scrutin, mais ce sera sans effet sur lui qui, droit dans ses bottes, reste sur sa doctrine établie avant les élections, qui prône le cadre légal que représente le gouvernement élu et accable de haute tension toute initiative visant à le destituer. Dans un contexte de guerre froide et de marxisation de l'Amérique latine, c'en est trop pour les officiers droitards qui ne supportent pas l'idée d'un président rouge, même si la nuance de rouge est pâle. Les Américains sont également très préoccupés par la situation. La CIA obtiendra donc carte blanche pour tout faire afin d'empêcher le basculement à gauche du Chili. Carte blanche donnée par le célèbre duo de nuisibles que sont alors Nixon et Kissinger, qui, drapés dans leur illusion d'héroïsme face au péril rouge, vont aller jusqu'à refuser à un peuple de disposer de son propre destin. Pour ces deux-là, un lundi comme un autre au bureau, rien de plus. Suite à cet assassinat, Allende hérite par effet de levier d'un élan de sympathie dans tout le pays, et c'est ce malheureux événement qui assurera sa certification à la présidence par le Sénat entre autres. Mais c'est également après cela que Schaeffer comprend qu'il n'est pas seul à vouloir s'opposer au démon rouge, qu'il y en a d'autres qui s'emploient à résister à cet immonde marxiste, et surtout qu'ils ont des moyens importants pour parvenir à éliminer le général en chef Schneider. Via des officiels locaux, en lien avec l'armée, il va faire connaître sa position sur Allende, les capacités de la colonie, les infrastructures et tout renseignement utile. Rapidement, un groupement paramilitaire d'extrême droite, appelé Patria et Libertad, prend contact avec lui, avec une proposition impossible à refuser. Les paramilitaires ont besoin de lieux sécurisés pour se regrouper, s'organiser et préparer la suite des opérations, d'armes et d'effectifs volontaires. Schaeffer met à leur disposition sa colonie pour qu'ils puissent s'y retrouver discrètement et planifier leurs actions. En contrepartie, ils usent de leurs contacts dans l'armée régulière pour mettre à l'abri la colonie des velléités d'investigation éventuelles autant que faire se peut et participent à la formation aux armes des colons. C'est gagnant-gagnant pour les deux parties donc. Allende ayant hérité d'un capital sympathie important, après son élection et une bonne partie des militaires et de la police ayant suivi la voie de la légalité, ils devront prendre leur mal en patience. Les années qui suivront ne seront pas de tout repos pour Allende et ses équipes. Essayer d'appliquer une politique d'économique de gauche dans un pays où celle-ci est cantonnée à un rôle d'épouvantail, sans réellement de coopération des autres branches de l'État, avec les États-Unis qui vous soufflent dans la nuque via le bras armé ou comploteur de la CIA, qui vous mettent des bâtons dans les roues dès que possible avec toute la roublardise qu'on leur connaît, vous verrez que ce n'est certainement pas une sinécure. Via ses nouveaux amis paramilitaires, Schaeffer a également noué des contacts fructueux avec des officiels tout aussi réactionnaires que ceux-ci. Des généraux bien placés, des chefs d'entreprise allergiques au partage des richesses, des cadres de l'administration restés en poste par manque de personnel pour les remplacer. Il s'agit d'une progression pour lui par rapport à ses policiers et maires environnants. Via certaines de ces nouvelles relations, il parvient à rencontrer le commandant en chef des armées, un certain Augusto Pinochet, et lui propose que la colonie serve de base arrière à un coup d'état militaire. Et tout le monde connaît déjà l'histoire, et c'est donc au matin du 11 septembre 1973 que Pinochet tombe le masque et abandonne ses fausses prétentions de légaliste, trahissant sans vergogne son président et son pays en déclenchant le raid sur le palais de la Moneda. Les espoirs d'égalité sociale du peuple chilien sont étouffés. Les officiers réactionnaires assoient leur domination sur le Chili, à grand renfort de purges et de coups de force, instillant la terreur dans l'esprit des civils. De leur côté, les Américains jubilent. « On l'a eu, ce fils de pute », dira Nixon à Kissinger en entretien privé, en apprenant la nouvelle. Le pays sombre dans un cauchemar en ce jour de septembre 73. Mais n'oublions pas une chose importante. Allende ne s'est pas couché devant ses agresseurs, et c'est les armes à la main qu'il prononcera un dernier discours plein d'espoir pour l'avenir de son peuple, discours que voici tel que retransmis depuis la Moneda, sous les bombes. Travailleurs de ma patrie, j'ai confiance. J'ai confiance dans le Chili et son destin. Plus tard, d'autres hommes dépasseront ce moment obscur et amer, où la trahison prétend s'imposer. Allez de l'avant, en sachant
que bien plus tôt qu'il ne paraît, de nouveau, s'ouvriront les grandes avenues par lesquelles passe l'homme libre, pour construire une société meilleure. Vive le Chili, vive le peuple, vive les travailleurs. Ce sont mes dernières paroles. J'ai la certitude que mon sacrifice ne sera pas vain. J'ai la certitude que, pour le moins, il y aura une sanction morale qui frappera la félonie, la lâcheté et la trahison. Et donc c'est fait. Le danger est écarté. Le démon rouge a été défait. Schaeffer peut souffler et se dire que sa colonie ne sera pas démantelée, qu'il est en sécurité dans son entreprise mégalomane, sa secte infernale, qu'il a une armée et qu'il est libre de continuer ad vitam aeternam ses méfaits, à pratiquer ses vices. Mais il a goûté à quelque chose de nouveau avec ses amis militaires. Et désormais, ce qu'il a ne lui suffit plus. Il a soif d'un autre genre de pouvoir. Et donc, vient le temps de la terreur. Les Chiliens comprennent vite que l'agitation à laquelle le pays a été sujet pendant la présidence d'Allende est définitivement terminée. Dorénavant, seules deux possibilités s'offrent à eux. Rentrer dans le rang, se taire et obéir, ou se rebeller et risquer sa peau. Comme toujours dans de telles circonstances, la grande majorité des citoyens va bien sûr vouloir préserver leur vie, celle de leurs proches, et c'est bien normal. D'autres, nombreux malgré la situation, ne vont pas accepter leur sort et tenter de se faire entendre, de faire réaliser aux Chiliens qu'ils n'ont pas à supporter cet état de fait. Qu'en se soulevant, ils pourront chasser ces militaires du pouvoir qu'ils occupent frauduleusement. Pour eux, la répression sera brutale, sanglante et immédiate. Parfois même la rue où ils ont été interpellés. Ils sont fusillés sur le champ. Et rapidement, les quelques voix dissidentes qui s'élevaient encore se taisent. Mais ce nouveau pouvoir ne va pas s'arrêter là. Pinochet est d'un naturel méfiant, paranoïaque même. Et pour stabiliser son emprise sur le Chili, il organisera entre autres une traque méthodique de tous les contestataires rebelles opposants de tous bords. Cette chasse sera menée par la DINA en premier lieu, puis le CNI après 77, et présente deux aspects notables. D'abord son étendue. Évidemment, les services secrets traquent les dissidents partout au Chili, mais pas seulement. À l'initiative de Pinochet, un projet de coopération entre la majeure partie des pays du cône d'Amérique latine est lancé, regroupant le Chili, l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay. Cette initiative a officiellement pour but de mener une guerre totale aux groupes de guérilleros gauchistes tels que les fameux Tupamaros par exemple. Elle porte le nom d'Opération Condor. Et bien évidemment, comme l'on pourrait s'en douter, les États-Unis de Nixon sont de la partie en soutien officieux, sans doute logistique et financier. Pour eux, voir un si grand nombre de dictatures d'extrême droite se tenir la main et s'organiser pour faire la chasse aux rouges si près de chez eux est d'un réconfort très appréciable, et peu importe les moyens. Bien sûr, ils traquent les groupes de guérilleros comme prévu, mais très vite, les prérogatives de l'initiative sont élargies. Bientôt, c'est tous les opposants qui sont visés, mais également leurs familles. Les méthodes employées sont d'une horreur indicible, allant de la simple noyade au vol de la mort, qui consiste à jeter par-dessus le bord d'avion ou d'hélicoptère les pauvres airs drogués, les pieds lestés au ciment, en passant par des tortures physiques et psychologiques, privation de sommeil, diffusion d'enregistrements de proches suppliciés, manipulation mentale, tout y passait. Et pas seulement à domicile bien sûr. Dans un premier temps, les dissidents chiliens ont fui vers l'Argentine pensant pouvoir souffler et agir sur place. Mais ils avaient tort et Buenos Aires a vu plusieurs exilés tomber sous les balles des hommes de main des pouvoirs fascistes, tel l'ancien président bolivien en exil, Juan José Torres, ou le commandant en chef des armées sous Allende, Carlos Prats. Se sachant soutenu officieusement par une bonne partie des pays du monde libre désireux de réduire l'influence des idées de gauche partout où elles pouvaient germer, et étant soit peu regardants sur les méthodes employées, soit ignorant leur nature précise, les actions de l'opération Condor se sont rapidement internationalisées. Quelques cas notables tels que la tentative d'assassinat de Bernardo Leighton ou le meurtre d'Orlando Letelier émergent. Le premier étant un opposant du Parti démocrate chrétien chilien et ancien ministre d'État sous 3 gouvernements. Lui et son épouse sont visés par plusieurs hommes armés de pistolets en sortant de chez eux à Rome, au matin du 6 octobre 75. Ils en réchapperont, mais très diminués.
lui ayant perdu l'usage de la parole et elle étant désormais paraplégique. Le cas de Letellier est plus connu. Celui-ci a été tué dans l'explosion d'une voiture piégée le 21 septembre 1976 à Washington, D.C., alors qu'il était avec sa collègue de travail et interprète Ronnie Carpen-Moffitt, une activiste américaine. Letellier avait écrit une tribune dans le Los Angeles Times dénonçant le projet Condor et son action en Amérique du Sud. Il avait même évoqué implicitement le soutien de l'administration Nixon envers l'opération. En tant qu'ancien ministre des Affaires étrangères du président Allende, il était l'une des voix en exil les plus habiles contre Pinochet et sa clique. Cet attentat a d'ailleurs bien failli ne pas avoir lieu. Des officiels américains, craignant que les agissements de la DINA aux USA ne soulèvent le rideau sur leur collaboration secrète, ont expressément demandé à ceux-ci d'attendre que Letellier sorte du territoire des USA. Mais c'était sans compter sur ce cher Kissinger qui a bloqué la requête de ses collègues et s'est débrouillé pour arrondir les angles a posteriori. Le deuxième aspect notable de ce projet pour nous Français, eh bien, ces méthodes dont nous parlons, elles viennent de chez nous. Plus spécifiquement des militaires français qui, durant la guerre d'Algérie, vont faire évoluer leurs techniques pour contrer l'adaptabilité des Félagas vers une guérilla totale. Sur tous les plans logistiques et psychologiques. Les vols de la mort, une invention française encore, appelée crevette Bijard, du nom du général qui a développé cette pratique ignoble. Et c'est donc logiquement que le Chili a ouvert grand les bras aux anciens de l'OAS, comme le général Ossar et d'autres, leur savoir-faire étant très recherché pour le projet Condor. Et Schaeffer alors ? Eh bien, il va se faire un plaisir d'y participer. À la colonie, suite à la chute d'Allende et l'arrivée au pouvoir de Pinochet et ses sbires, la contribution de Schaeffer à leur entreprise n'a pas été oubliée, et lorsque la police secrète, la DINA, le sollicite pour gérer le cas d'opposants capturés, il accepte avec empressement. Il fait aménager à l'écart des bâtiments principaux de la colonie un complexe de caves et de souterrains qui serviront de cellules, de chambres d'interrogatoire et de torture pour les services secrets et les malheureux invités. Schaeffer participera lui-même régulièrement au supplice des prisonniers. Par plaisir, il reste de pouvoir aux pures perversions à les savoir. Après tout, pour quelqu'un qui aurait rêvé de pouvoir intégrer l'unité Waffen-SS, rien d'étonnant à ce qu'il ait aussi de telles perversions. Et on ne parle pas de cas isolés. La colonie sera bientôt la destination de dizaines de prisonniers arrivant par bus entier. Les tortures physiques étant nombreuses. Coups, électrification, privation de nourriture, mais également psychologiques, comme la diffusion d'enregistrements de proches suppliciés, la privation de sommeil, l'association pavlovienne de musique spécifique aux tourments à venir. La DINA et Schaeffer n'ont jamais manqué d'imagination à ce sujet. Beaucoup ne reverront jamais l'extérieur. Un des autres avantages de la colonie est son étendue. Sur plusieurs milliers d'hectares, il est aisé de dissimuler des fosses communes aux yeux de la majorité des disciples et du grand public. C'est ainsi que disparaîtront de ce monde probablement des centaines d'opposants, soit coupables d'avoir été en désaccord avec les idées rétrogrades des pouvoirs fascistes d'alors, soit simplement d'avoir été au mauvais moment, au mauvais endroit. Combien exactement ont disparu de la colonie ? Nul ne le sait encore à ce jour. Pour Schaeffer, c'est plus qu'il n'aurait jamais pu rêver. 12 ans après son arrivée, il est à la tête d'une congrégation de fidèles plus grande que ses espérances, les plus enthousiastes. Il assouvit ses vices impunément et s'en est même découvert de nouveau. Le tout en fricotant avec le pouvoir au plus haut niveau. La colonie ayant accueilli plusieurs fois le général Contreras, chef de la DINA, Pinochet lui-même vient de passer plusieurs week-ends avec son épouse. Et durant des années, Schaeffer coule des jours paisibles dans son empire personnel modelé selon ses perversions. Il aura tout de même parfois été inquiété, comme en 1976 quand Amnesty International met en cause la colonie comme étant une antenne de la DINA, accusation qui résonne avec un rapport de l'ONU publié quelques semaines plus tôt sur les crimes du régime Pinochet. La RFA se devant de réagir, elle missionne son ambassadeur à Santiago pour enquêter sur les agissements de Schaeffer. Celui-ci sera totalement blanchi, ce qui n'est pas une grande surprise si l'on tient compte du fait que chaque semaine, ce même ambassadeur avait droit à une livraison de nourriture bavaroise en provenance de la colonie, et probablement un pourboire en liquide au passage. Mais rien n'est éternel, y compris l'ignominie. Vers la fin des années 70, le projet Condor ne réside pas aux tensions engendrées par les changements d'administration et les lubies des dirigeants de certains des pays membres. Même si quelques actions seront réalisées dans les années 80,
il cesse virtuellement d'exister, après avoir perpétré tant d'horreurs, encore aujourd'hui inconnues pour la plupart. En parallèle, le règne de Pinochet est confronté à des dissensions internes liées à la publication du rapport de l'ONU, entre autres raisons. Le besoin de crédibilité internationale se faisant pressant afin d'éviter de trop isoler économiquement le pays. Dans le même temps, la colonie attire l'attention depuis l'étranger. En 1987, le ministre du Travail de la RFA, Norbert Blum, demande à visiter les lieux, mais se voit opposer un rejet catégorique. Blum étant membre actif des comités de travail d'Amnesty International, on comprend le refus de Schaeffer de faire entrer le loup dans la bergerie. Mais les conséquences sont là. Les yeux se portent sur son empire et ils doivent se montrer discrets. Blum n'étant pas dupe, il avait déjà une idée de ce qui se pratiquait en ces lieux, grâce aux témoignages de quelques rescapés et fuyards. En 1966, Wolfgang Müller s'est échappé et a dénoncé dans la presse chilienne les exactions de Schaeffer, mais aucune suite n'a été donnée à ces allégations. Cependant, son témoignage ressortira des archives quelques années plus tard. Durant la période où la colonie est devenue une antenne de la DINA, en prenant en charge la logistique de l'interrogation, de la torture et l'élimination des opposants, certains ont pu miraculeusement en réchapper. 3 noms émergent grâce au travail d'Amnesty International. 3 prisonniers politiques chiliens. Eric Zott, Luis Peebles, qui a pu voir le visage de Schaeffer lors d'une de ses séances de supplice, et Adriana Borges, qui a été torturée cruellement pendant 24 jours avant d'être exilée de force, comme les 2 autres. Pourquoi n'ont-ils pas été éliminés? Nul ne le sait. Peut-être leurs tortionnaires pensaient-ils qu'ils ne trouveraient personne pour les écouter ou les croire. En 88, Pinochet tente un coup de poker politique en lançant un référendum populaire de plébiscite de son action. Ayant le contrôle de la presse et de l'image globale de la vie politique du pays, l'armée à sa botte et des hommes de confiance à chaque poste, il sait pouvoir maîtriser le résultat assez confortablement. Et montrant qu'il respecte le processus constitutionnel, il s'achète une apparence de légaliste au passage, c'est gagnant-gagnant. Cependant, il se trompait. Et lourdement. Le 5 octobre 1988, c'est plus de 7 millions de Chiliens qui votent, y compris les exilés exceptionnellement autorisés à rentrer au pays pour l'occasion. Et malgré le boycott du scrutin par la gauche radicale qui n'a pas souhaité légitimer un vote organisé par les militaires, illégalement en place depuis 1973, c'est bien le non qui l'emporte avec 56% des voix. Coup de tonnerre, Pinochet a perdu. Et il sait qu'il ne peut décemment pas refaire un coup de force, le pays étant en ébullition devant ce résultat inattendu et inespéré pour de si nombreux citoyens. 2 ans plus tard, Pinochet quitte le pouvoir. Il a régné 17 ans sur le Chili. 17 années de cris et de larmes pour de nombreux citoyens. Et ils vont désormais réclamer justice. Schaeffer, lui, sent le vent tourner et camoufle les traces des exactions de la colonie. Les cellules sont désaffectées et nettoyées de fond en comble, les fosses communes sont rouvertes et les corps brûlés au napalm. Les cendres dispersées dans la rivière qui court sur le terrain, les indices ADN ayant permis d'identifier les victimes sont ainsi totalement détruits. La dictature militaire terminée, Schaeffer retourne à son fonctionnement antérieur, à savoir son rôle de gourou sectaire, manipulateur, violent et surtout pédophile. Un nouveau problème se présente à lui cependant. Il manque de chair fraîche. En effet, les relations sexuelles et amoureuses étant prohibées à la colonie, pas de naissance, et donc pas d'enfants en âge de satisfaire ses pulsions morbides. Et donc, sous prétexte de camp de vacances éducatifs, ce sont à nouveau les jeunes Chiliens des environs qui sont désormais ses proies. Durant plusieurs années, il continue son manège, mais il y a une différence majeure entre les enfants allemands arrivés avec les premiers colons ou ceux venus par la suite d'Allemagne et les jeunes Chiliens locaux, leurs parents. Ceux-ci constatent bien ce qui se passe avec leur progéniture et vont plusieurs fois porter plainte au commissariat de Parral, la ville voisine. Seulement, Schaeffer a pris soin de se mettre dans la poche les policiers de cette ville. Précaution élémentaire pour quelqu'un comme lui, et pratiquant les jeux d'influence depuis si longtemps. Cependant, l'inaction ou l'ignorance ne sont pas des réponses acceptables pour quiconque constate que son enfant est molesté. En 1996, plusieurs d'entre eux portent l'affaire devant la police de Santiago, la capitale, et sont pris en charge par le sous-directeur Luis Enriquez, qui a lui aussi la colonie dans le viseur depuis un moment déjà. Ça fait plusieurs années qu'il combat les réticences de sa hiérarchie au sujet de l'ouverture d'une enquête sur les agissements de la colonie renommée Villa Baviera à la fin des années 80,
et l'arrivée de ces accusations achève de faire tomber les oppositions restantes. Contrairement à la police de Parral, celle de Santiago n'est pas intégralement corrompue par Schaeffer et ses soutiens. Une vraie enquête va alors avoir lieu, et avec quelqu'un d'une grande pugnacité à sa direction. Et cela prendra du temps, beaucoup de temps. À 6 reprises, Enriquez cherchera à interpeller Schaeffer, sans succès. Plusieurs fois tuyautés par les flics locaux, les colons endoctrinés s'allongent devant les roues des véhicules pour protéger leur oncle éternel. Mais la manœuvre ne peut pas fonctionner à chaque fois et Enriquez s'adapte, dégageant manu militari les colons allongés avec des effectifs supplémentaires. Il se claque-mure ensuite dans un bunker secret dans une forêt du domaine. Mais ne pouvant pas résister à son vice, il continue de faire venir des jeunes garçons à lui chaque soir, et c'est 2 d'entre eux qui indiqueront l'emplacement de Schaeffer à Enriquez. Malheureusement, lorsque le 20 mai 1997, Enriquez s'avance pour l'interpeller, il a disparu, averti par des sympathisants restants dans les rangs de la police. Un des avions de la colonie est absent. Schaeffer s'est exilé en Argentine avec quelques fidèles dans une propriété acquise il y a quelques années sous un nom porte-manteau. Et durant de longues années encore, il échappe à la justice. C'est le 10 mars 2005 qu'il est finalement repéré par des équipes de télévision et arrêté par la police argentine à Tortuguitas, à 30 km de Buenos Aires. Paul Schaeffer a alors 83 ans et ne se déplace plus qu'en fauteuil roulant. Afin d'éviter un recours en justice pour une extradition et pour accélérer les procédures, l'Argentine expulse Schaeffer, cueilli à la frontière par un Enriquez déterminé. Son procès a lieu le 24 mai 2006. Il est condamné à 20 ans de réclusion pour abus et corruption de mineurs et à 13 ans de réclusion supplémentaire pour actes de torture et complicité d'homicide. 4 ans plus tard, le 24 avril 2006, Paul Schaeffer s'éteint suite à des problèmes cardiaques à l'hôpital de la prison de haute sécurité Saint-Miguel à l'âge de 88 ans. Après avoir sévi durant toute une vie, il n'aura purgé que 4 ans d'une peine aménagée du fait de son grand âge. De l'autre côté du globe, en Allemagne, les choses bougent aussi. En avril 2006, Frank-Walter Steinmeier, alors ministre des Affaires étrangères du gouvernement Merkel III, reconnaît la grande responsabilité de l'Allemagne dans la création, la continuation et l'impunité de la Colonna Dignidad. Et la colonie aujourd'hui, elle existe toujours. C'est surprenant en soi, mais depuis la mort de Schaeffer, personne n'a pu ou voulu démanteler ce qui est devenu la Villa Baviera à la fin des années 80. Il est vrai que Schaeffer a fui l'endroit en 97 avec son noyau dur de fidèles pour l'Argentine, et que les colons restants sur place ont dû se débrouiller comme ils ont pu, ne sachant rien faire d'autre que ce pourquoi ils ont été programmés par leur oncle éternel, ne pratiquant que peu l'espagnol, et plus généralement coincés dans une inertie globale suite à une vie d'endoctrinement. Le gouvernement chilien, de son côté, n'a pas pris le parti de trancher sur le sort du lieu. Pas de réappropriation du domaine par les autorités, pas d'investigation poussée, pas de mémorial pour les victimes, rien. Comme de nombreuses sociétés le font lors d'un retour à la démocratie après une période troublée comme une guerre civile ou une dictature, le Chili a promu une volonté de réconciliation nationale avant tout, et cela passe par des choix qui peuvent nous paraître étranges à nous, citoyens de pays au passé globalement stable, voire inexcusables. Mais il est certain qu'ils ne sont jamais simples ni sans conséquences. Décider entre le pardon et la justice ne l'est de toute façon jamais. Le choix a donc été de poursuivre Schaeffer et son entourage proche et de laisser le site perdurer dans son nouveau format, libre de son leader criminel. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui il est possible de réserver un séjour à la Villa Baviera. L'endroit est même actuellement noté 4 étoiles sur 5 sur TripAdvisor et pour quelques billets, vous pourrez passer une nuit à proximité des lieux où un gourou mégalomane a abusé des centaines d'enfants au fil des années et industrialisé la torture et le meurtre d'opposants politiques d'un régime dictatorial. Pour les gens qui ont été les victimes de la colonie, qu'ils soient des dissidents martyrisés ayant échappé à la mort, des enfants agressés sexuellement ou leurs parents, le fait que la colonie a été autorisé à exister dans son nouveau format après la fuite de Schaeffer est inexcusable, car ils sont nombreux à clamer que parmi les colons encore présents sur le site à la fin des années 90, nombre d'entre eux étaient également des bourreaux et proches de Schaeffer, même s'ils ont bien sûr tous prétendu le contraire et feint d'ignorer les tortures et les abus d'enfants. Les choses bougent cependant, et en 2023, le chancelier allemand Olaf Scholz et le président chilien Gabriel Boric
se sont entendus sur la création d'un monument dédié aux victimes de cet endroit sur le site. Au Chili, l'ancien opposant d'Allende resté en place durant la dictature, le juge Juan Guzmán, a été choisi pour son accord avec la volonté initiale du parquet et du pouvoir de faire au minimum et au plus vite. Et c'est lui qui poussera pour que le plus d'exactions possibles soient traitées lors du procès de 2006. En 2001, en France, le juge d'instruction Roger Lenoir a délivré 15 mandats d'arrêt internationaux à l'encontre de Schaeffer et de son entourage pour l'assassinat de 4 ressortissants franco-chiliens dans les années 70, levant un coin du voile de cette histoire pour nous Français. L'ironie étant que la disparition organisée des corps des opposants a suspendu la prescription pour ces crimes, leur tentative de s'acheter une immunité se retournant contre eux. Bien sûr, au procès français, personne ne s'est présenté ou n'a voulu être représenté par un avocat. Un déni de justice caractéristique de l'aveuglement de tortionnaires, pensant et avoir agi pour le bien commun. L'avocat de 3 des familles de disparus, William Bourdon, ayant eu vent de la présence d'Henry Kissinger à Paris, a convaincu le juge Leloir de le convoquer comme témoin pour qu'il puisse s'expliquer sur son rôle dans le projet Condor et sa connaissance des actions de la colonie. L'histoire raconte qu'à la remise de la convocation par 2 OPJ dans sa chambre du Ritz, il a piqué une colère noire avant de filer par une sortie de secours pour se réfugier à l'ambassade américaine, puis par le premier avion pour les USA. Bien sûr, il a fait par la suite parvenir un pli prétendant qu'il ignorait tout à ce sujet et tout ce qui s'ensuit, rien d'étonnant venant de lui. Cependant, se dire que Kissinger, l'éminence grise américaine intouchable du XXe siècle, le responsable indirect de tant de morts, a fui comme un rat, l'invitation à témoigner d'un juge français a quelque chose de profondément satisfaisant. Au cours du siècle dernier, de nombreuses atrocités ont été commises au nom de l'anticommunisme. Bien sûr, si l'on écoute les conservateurs de tous bords, tous les moyens sont bons pour empêcher les rouges d'arriver au pouvoir. Nous savons que le bloc de l'Est n'était pas un meilleur parti et que les exactions perpétrées par ces émanations rivalisent d'horreur avec celles commises par la CIA et consorts. Et bien sûr, nous savons également aujourd'hui qu'il s'agissait d'un régime autoritaire comme un autre, qui n'avait de communiste que le nom. La période de la guerre froide n'a été qu'une lutte d'influence bipolaire, parfois tripolaire, nous le savons. Nous savons également que lorsqu'il a été question d'assimiler un gouvernement démocratique socialiste comme celui d'Allende au pseudo-communisme autoritaire soviétique, rien n'a été oublié pour les diaboliser. Nous savons également que c'est loin d'être un cas unique, et que dès que les idées de solidarité populaire, de répartition des richesses plus équitable et d'une meilleure utilisation de notre patrimoine commun est évoquée, les réactionnaires et les libéraux ne reculent devant aucun stratagème pour descendre en flèche les initiatives allant en ce sens. La voix de la raison ne souffre d'aucun discours alternatif, c'est bien connu. On peut être d'accord ou pas avec ces idées, mais rien, jamais, n'a légitimé le refus d'accorder à un peuple le droit de décider de sa destinée. Et rien, jamais, ne justifie de légitimer et protéger des monstres comme Schaeffer, ou de permettre à des enfers comme la Colonna Dignidad d'exister. Beaucoup vous diront que les extrêmes se valent. Sachez que c'est faux. Notre histoire en est la preuve. Cette histoire en est la preuve.